Michel et Sébastien Bras sont tous deux, le père et le fils, de grands chefs cuisiniers français. Le restaurant Le Suquet, à La Guéole, dans l'Aveyron, a obtenu sa 3e étoile au guide Michelin en 1999. Samedi 16 novembre 2019, Michel Bras et Sébastien Bras étaient à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution aux éditions Plume de Carotte de leur livre Bras, le goût du jardin avec Cindy Chapelle et Yannick Fourier. Bien, merci d'avoir fait tout ce chemin parce que visiblement vous avez rencontré la neige chez vous et puis les premières neiges et puis tout le reste et puis c'est pas souvent facile d'arriver le samedi, qui plus est quand il y a des manifestations. Donc merci à tous les deux, merci Frédéric pour cette proposition de rencontre. Alors, on raconte, la cuisine, ça se raconte pas, mais ça se fait, ça se prépare. Et quand tu m'as proposé ce moment avec Michel et Frédéric Brasse, Sébastien Brasse, pardonnez-moi, et Sébastien Brasse, pardon, je t'ai demandé que ce soit quand même, qu'on apprenne, voilà, parce que ta maison à toi, c'est Frédéric. Je me trompe pas. Toi, tu ne t'appelles pas Sébastien. Ta maison à toi, Frédéric, elle a consisté à nous donner à lire, mais à apprendre. Pas où tu as trouvé ta plume de carotte, mais enfin, bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Autour d'un bon verre. Ah, autour d'un bon verre. Là-haut ? De Corbière. Ah oui, donc là-bas, en bas. Dans des endroits que je repère mieux. Donc, je t'ai demandé si on pouvait un peu raconter ce livre et donner envie d'aller plus loin. Et tu as proposé ce moment à partager autour d'images, puisque tu n'as pas amené toutes les plantes. Hein. Non. C'était un peu difficile. Voilà, donc je vais te laisser avec Sébastien et avec Michel Brasse discuter de plantes et de cuisine et d'images. Merci Christian, et merci à toi et à... Oui, pour vous c'est bon ? Merci à toi et à toute ton équipe, et particulièrement à Mélanie, de nous accueillir aujourd'hui dans votre belle librairie, et surtout merci à Michel et à Sébastien d'être avec nous pour... Donc moi je suis Frédéric Lisac, le directeur des éditions Plume de Carotte, qui a eu le grand plaisir de faire ce livre avec la famille Brasse. Le goût du jardin, c'est pas un livre de cuisine. C'est un peu bizarre. Et peut-être que Michel ou Sébastien me contrediront, mais en tout cas, au départ, l'envie qu'il y a eu quand on s'est rencontrés, quand on a discuté, c'était de raconter ce qu'il y avait avant ou jusqu'à leur cuisine, parce qu'il y a une particularité absolument incroyable dans ce qui se fait depuis... Combien de temps, Michel ? 30 ans ? Le restaurant. Ça dépend où on commence, voilà, c'est tout. Si on commence à la Guéole, ça fait 50 ans. Donc voilà, depuis 50 ans, la base, c'est quand même une variété incroyable de plantes. Au départ, ils vont nous raconter des plantes qu'ils allaient ramasser, que Michel, quand il faisait son jogging sur l'Aubrac, s'arrêtait 5 minutes pour ramasser quelques brins. Mais où il y a un jardin qui s'est mis en place. Vous allez nous raconter... comment et pourquoi, avec plus de 250 plantes différentes et qui sont la base de votre cuisine absolument extraordinaire. Et puis évidemment, ça ne suffit pas d'avoir cette diversité de plantes, il faut aussi savoir quoi en faire, comment les assembler, comment les mettre ensemble, les compléter. Et ça, évidemment, c'est tout le savoir qu'ils ont développé tous les deux et que développe toujours aujourd'hui Sébastien. Voilà, c'est un petit peu cette histoire qu'on a voulu, je pense, faire ensemble dans ce livre. Raconter ce jardin, raconter ces plantes, raconter tout le travail qu'il y a autour et évidemment raconter cette cuisine qui en sort de façon vraiment très étonnante et très originale et qui, à la base, voilà, c'est la nature. C'est ça quand même qui me semble fondamental. Donc... c'est l'histoire d'un jardin. Alors ça a commencé comment cette histoire ? C'est quand même pas le plus simple pour des grands chefs
de se dire, tiens, on va avoir notre propre source d'approvisionnement, on va s'en occuper. Bon, je ne sais pas si on est chef, en réalité, on est des cuisiniers, voilà, tout simplement. Non, le terme chef, c'est pas trop notre vocabulaire. Non, ce jardin, disons qu'il faut savoir que mon premier jardin, c'était d'abord la nature. J'ai rencontré la Reine des Prés, les murs de ronces, je sais où elles étaient les meilleures. C'était quand la ronce était exposée au soleil, c'était les petites acétosas, c'était les chardons que je ne sais pas si je m'amusais, mais enfin, j'avais ma lisse à aller cueillir une paire de gants et les tourner comme des fonds d'artichaut. C'est tout ça, mon premier jardin. Donc, je vais passer tous les détails. Et Ça, puis, ça se mange, des chardons? ben oui, je suis encore là. Et donc, après, il est arrivé un moment où on est parti de l'Aïol, on est monté au Suquet. Le restaurant, on l'a ouvert en 92. Et puis, on a eu le bonheur avec mon épouse d'avoir un fils qui a suivi. Et puis, on lui a laissé la place où il nous a virés, je ne sais pas trop, hein, il y a 10 ans à peu près. En tout cas, il occupe la place brillamment. Hein. Oui, ça, on le sait. Donc, oui, alors, même si je n'ai pas fait le métier de cuisinier par amour au départ, aujourd'hui, pour moi, je dis que c'est le plus beau métier du monde parce qu'il y a un catalogue d'expressions qui est tellement phénoménal, qui touche au crayonnage, à l'architecture, au goût. J'avais envie de retrouver un peu les bases, parce qu'il faut savoir que dans ce pays qui vouait à l'élevage, mon premier menu légumes, et je suis passé vraiment pour un renégat à l'époque, c'était en 1978. Oui, mais je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que au départ, cette appétence et ce goût du végétal, finalement, tu me diras si je me trompe, mais ça part d'une frustration, parce que c'est vrai que tu aurais toujours aimé à l'époque, quand tu étais jeune cuisinier, aller te former chez les grands de l'époque, les Trois Gros, les Guérard, les Bocuse, etc., etc. Puis à l'époque, Michel Brasse, jeune cuisinier, pour entrer dans ces maisons-là, il fallait connaître du monde, et toi, tu connaissais personne qui te permette de rentrer dans ces maisons-là. Fils d'un forgeron. Fils de forgeron, donc à l'époque, oui. C'était très compliqué. Donc du coup, tu as eu à te former sur le tas, tu as beaucoup appris dans les livres, et de cette frustration de ne pas pouvoir être formé par les grands chefs de l'époque, je crois que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que tu pouvais faire avec ton territoire, qui a priori n'avait pas grande vocation gastronomique. L'Aubrac, oui, ok, du fromage, du bœuf, du cochon, mais après... fallait se creuser un petit peu la tête. Donc, je crois que tu as eu cette démarche-là aussi très tôt de t'intéresser à ce que pouvait t'amener ton territoire. Oui, mais ce qu'il faut rajouter, c'est là, c'est que moi, je suis marathonien et que j'ai un rapport à la nature assez étroit. Et quand je cours, je suis plus dans le contemplatif. Donc ça jouxe un peu ce que tu dis. C'est ça, et c'est là qu'est arrivé justement cet intérêt pour le végétal et pour ton environnement, qui était le plateau de l'Aubrac. D'où ces premières démarches de cueillette et d'interrogation vis-à-vis de ton environnement. Donc c'était fin des années 70, début des années 80. Donc au départ, c'est vraiment les plantes sauvages qu'on trouve là-haut. Tout à fait, oui. Et donc, à un moment, ça suffit plus alors. Non, alors à un moment donné, quand on lâche les rênes à Sébastien, le métier de cuisinier, je l'ai dans la peau. Enfin, c'est l'aspect créatif, tout ça. Je ne pouvais pas couper comme ça. Donc, j'ai voulu venir vraiment à la source. Et donc, comme on a la chance, les deux couples, de voyager énormément, et chaque fois dans la musette, enfin dans le sac à dos, il y a la petite graine, la petite semence, le rhizome qu'on a pioché ici, là-bas, et on l'a ramené. Et donc, ce jardin a démarré comme ça il y a une quinzaine d'années, parce qu'on avait essayé au restaurant de faire quelque chose dès le départ, mais à 1200 mètres d'altitude, sorti de la pomme de terre et du chou, surtout quand il y a de la neige comme aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Et le jardin, on l'a fait à côté de l'exploitation qu'avaient mes beaux-parents, puisqu'ils étaient agriculteurs, à 15 km du restaurant, voilà, à 800 mètres d'altitude. Donc voilà. Le jardin, c'est cette partie-là, et c'est aussi jusque-là. C'est pas un très très grand jardin. Oh, il y a 2 hectares à peu près. Ah, quand même. Oui. Non, mais pour toute la diversité de plantes qu'il y a, je voulais dire. Alors pour un Toulousain, ça peut paraître grand, mais sur l'Aubrac, ça paraît petit. Alors ce jardin, c'est un voyage autour du monde. Et ça va du Sancho du Japon jusqu'au Papalo de l'Amérique du Sud. Là, par exemple, rien que les noms, ça fait voyager. Bon, la valériane officinale, elle est plutôt originaire de chez nous. Mais la valériane d'Alger et la valériane fût... Alors c'est une anecdote. L'autre jour, je suis passé sur RMC avec Miolan, là, et quand je lui ai dit que je mangeais la valériane fût, il m'a dit « Ah, je croyais que c'était qu'une plante ornementale. » Voilà. Il y a beaucoup de plantes comme ça que vous cultivez, qu'on a sans doute dans nos jardins,
mais on ne sait pas forcément qu'elles sont comestibles. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris, en faisant ce livre avec vous, de voir la rue officinale, qui fait partie de votre jardin. Il faut savoir que la rue officinale, sa première qualité pour laquelle elle est reconnue, c'est dans la médecine traditionnelle, c'est une plante abortive. Donc vous attendez pas forcément à la retrouver dans un jardin de cuisinier, et pourtant elle y est. Dans la cuisine romaine, ils en faisaient un mix, mais ils n'en mettaient pas beaucoup. C'était un mélange entre la rue, la coriandre et le persil. Donc c'est vraiment des petites doses homéopathiques. Donc là, c'est des plants ou des graines que vous avez ramenées de vos voyages. Valériane d'Alger, c'est par des... Alors ça, j'ai la semence qui vient du Canada, celle-là. Valériane. Ah oui, à côté d'Alger, oui. 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 Et l'officinale, c'est au bord des ruisseaux que j'ai ramassé les plants. Voilà, il y en a plein chez nous. Et la valériane fût. Il manque la grecque encore, là. Et la valériane fût, qui est d'origine asiatique. Non, celle-là, je l'ai retrouvée dans un vieux jardin à côté de chez nous. Et c'est là que Yolande m'a dit, je savais que c'était une plante ornementale, mais je ne savais pas que ça se consommait. Alors donc ça, c'est une plante qu'on consomme, que je donne à Sébastien, surtout au printemps, là, à la sortie de l'hiver, parce qu'elle a une amertume prononcée, et donc ça la fatigue un peu, le passage de l'hiver. Et Sébastien, au départ, il y a aussi des découvertes de plantes sauvages comme ça, où il y a papa qui cuisine beaucoup, qui cultive beaucoup, donc on va en parler un peu plus loin, je découvre cette richesse et à moi de le magnifier, mais où est-ce qu'il y a déjà aussi, même gamin par exemple, un rapport aux plantes ? Moi, tu sais, je suis un des derniers enfants de l'Aubrac, puisqu'un des derniers enfants nés à l'Aïole. Et cet amour du plateau, évidemment, je l'ai en moi plus que quiconque, parce que toute mon enfance, elle était baignée par quoi ? Par les moments gamins à faire des parties de cache-cache entre les chaises du restaurant, les grandes balades sur le plateau de l'Aubrac, et le temps passé chez mes grands-parents agriculteurs. Donc cette proximité à la nature, évidemment que je l'ai en moi plus que quiconque. Et quand on est à l'adolescence, qu'on a à faire le choix d'un métier, pour moi, relever le pari de succéder à mon père, c'était finalement un cheminement très naturel, puisque choisir ce métier était pour moi la possibilité de continuer à m'amuser sur mon terrain de jeu. Et donc la nature et donc l'Aubrac. Donc ce rapport au végétal, évidemment que je l'ai toujours eu. Oui. Voilà, alors non seulement vous avez des plantes dont on connaît à peine le nom, ou lapin-prunelle, mais vous ne vous contentez pas d'avoir lapin-prunelle. Vous en avez 6 ou 7 espèces ou variétés. Et parce qu'elles ont chacune vraiment quelque chose d'intéressant d'un point de vue culinaire. Elles sont intéressantes à des périodes, à des saisons un peu différentes. Voilà. D'accord. Ah, ça je crois que c'est une de vos récoltes préférées. Là, on est début juin, je crois, si je me rappelle bien. Oui, début juin. On a une collection d'eau, il y en a 12 ou 15 à peu près. Or là, il en manque des bleus. Et donc, quand je les livre à Sébastien, surtout, c'est pour fleurir les assiettes d'une tonalité aillée. Donc, l'artichaut de Bulgarie, tu ne me le travailles pas trop parce qu'il est trop puissant. Hein. Mon préféré, c'est celui du centre, là, l'étoile de Perse. Et après, on en a des bleus, des noirs. Enfin, c'est assez étonnant, l'architecture des eaux. Et puis en plus, chaque fleur a une saveur vraiment différente. Oui, mais enfin, sur une connotation aillacée quand même. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on parle d'ail, tout le monde se dit, oui, je vais avoir des gousses d'ail. Vous, c'est les fleurs. Sébastien, c'est quoi l'intérêt de la... Je comprends l'esthétique, mais est-ce qu'il y a un intérêt aussi gustatif, culinaire, autre que les gousses? Sur ces fleurs-là, oui, plus qu'aucune autre. Il faut savoir que notre rituel est le suivant. Le matin, on fait une cueillette au jardin, donc de 7h à 8h, donc nous de jardiniers. Michel qui est là présent quasiment tous les jours, plus une partie de l'équipe de cuisiniers qui descendent au jardin à 15 km du restaurant à une dizaine en pleine saison. Donc vous calculez 1 heure de cueillette à 12 cuisiniers, ça fait 12 heures de cueillette. Et donc en pleine saison, on va arriver à cueillir environ 120 variétés au mois de mai, juin, début juillet, qu'on va utiliser dans la journée en cuisine. Et voilà le résultat de fin juillet, d'une journée de cueillette de fin juillet. D'une journée de cueillette. Donc le matin à 8h, 8h15, quand ils arrivent de la cueillette avec leur caisse et leur palette de couleurs,
Et bien moi, je viens composer mes menus du jour, justement, avec toutes ces barquettes, avec ces touches colorées, ces touches de goût. C'est un petit peu une palette de peintre, si vous voulez. Moi, en tant que cuisinier, je vais venir piocher là-dedans. Et comme je réimprime mes menus midi et soir en fonction des cueillettes, des retours du marché, des cueillettes sauvages, je vais venir composer chacune de mes assiettes en fonction de ce que nous amène le jardin. Donc évidemment, tous les jours, c'est à moi, cuisinier, Sébastien, à m'adapter à mon environnement, à ce que nous offre la nature, et pas le contraire, ce qui est bien trop souvent le cas d'après moi. Voilà. Et en haut de l'image, là, vous avez la première rangée, il y a une collection d'émérocales. Donc, il y en a, elles ont une feuille mucilagineuse, croquante. Donc, Sébastien, il les utilise soit sur une partition salée, soit sucrée. Et chaque couleur a une saveur différente, un peu? Non, la structure, non, oui, enfin, parce qu'elle correspond à une structure de plante différente. Et une texture que j'adore. C'est vrai que ces fleurs, ces corolles d'émérocales, elles ont vraiment une pétale très, très croquante en bouche. Donc évidemment, toutes ces plantes-là, la plupart, on les utilise crues. Alors quand il nous en reste en fin de saison, parfois on les fait sécher, on fait des infusions dans du vinaigre, dans de l'huile, on les fait macérer. Enfin, on a tout un tas de préparations parallèles. Mais quand les plantes sont à leur optimum, moi j'aime bien les respecter en tant que telles. Et ces pétales, ces corolles d'émérocales, on ne les effeuille même pas. Ça veut dire qu'on va les prendre entières et les farcir avec des préparations diverses et variées, à base de légumes, à base de poissons, à base de crème sucrée pour les desserts. Enfin, on essaie de respecter vraiment la plante dans son identité entière. Là, vous avez Là, vous avez une plante du Japon, là, qu'on retrouve sur les sushis. Sur les anguilles, celle-là aussi. Ouais, qui s'appelle Le sancho. Ah, c'est le sancho, d'accord. Sancho. Ça, c'est marrant parce que enfin, je ne vais pas dire que chaque plante a une histoire identitaire, mais c'est vrai que sur ce sancho-là, ça au Japon, ils appellent ça le poivre japonais. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le marché aux poissons à côté de Tokyo, au marché de Tsukiji. Et il y a des restaurants traditionnels à la sortie du marché où vont les Japonais, les acheteurs, mais aussi les touristes. Et le plat traditionnel, ce sont des anguilles grillées laquées au soja. Et dessous, il y a un lit de riz étuvé. Et ces anguilles grillées au soja, ils les assaisonnent avec un poivre japonais. Et moi, j'adorais ce parfum parce qu'il y a une tonalité d'agrumes. Et chaque fois que j'allais dans des restos comme ça, je me régalais de ce fameux poivre japonais dont je ne savais pas d'où il venait. Et un jour, à Tokyo, on se baladait quelques années plus tard. Et il y en avait une petite mémé qui vendait trois pots de pousses de plantes là, dans un coin de rue à Tokyo. On prend le temps de s'accroupir à côté d'elle, de discuter avec le langage des signes, parce qu'évidemment, on ne parle pas japonais. On a senti la plante et j'ai retrouvé ce parfum de ce fameux poivre avec lequel j'assaisonnais mes anguilles. Et c'était cette plante-là. Donc on l'a ramenée dans nos valises, on les a plantées à la Gardelle, dans notre jardin. Et depuis, ça s'est super bien adapté. Donc ça a été la découverte de cette plante-là. Alors toutes les plantes n'ont pas cette histoire-là, mais c'est vrai que ce jardin, quand on dit c'est un jardin du monde, on a des plantes qui viennent un petit peu partout et c'est lié à des découvertes avec des jardiniers ou avec les plantes en elles-mêmes. Et c'est ce qui est génial avec ce jardin. Y compris des découvertes au coin de la rue, donc comme ce que tu viens de raconter. Mais complètement. C'est pas forcément avec des spécialistes de la botanique pas du tout. que vous êtes allé chercher toute cette variété. Non, je me rappelle, il y a 4 ans, au Mexique, j'ai découvert dans un restaurant une papillote de poisson avec une feuille. Laura Santa, c'est le poivre du Mexique. Et donc, j'étais avec un ami mexicain. Je lui ai dit, je ne peux pas avoir un peu de rhizome. Donc, j'ai ramené du rhizome de poivre du Mexique. Je l'ai ramené au jardin. Pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu trace de vie. J'ai l'impression que c'était un peu perdu. Et puis, hop, d'un seul coup, il y a 2 ans, là, il a ressurgi et il est magnifique. Je ne t'en donne pas encore parce qu'il est passé pour nous. Alors, sachant que le climat entre le Mexique et le plateau de l'Aubrac, c'est quand même pas tout à fait le même. Surtout que c'était Oaxaca, là, en plus. Ah, vous faites comment alors? Donc, on leur parle tous les jours. D'accord. Là, vous avez l'Amérique du Sud, là, c'est du papalo. Et là, on est au Vietnam. Alors, j'aime bien raconter cette image. C'est une renouée, c'est du roram. C'est une plante qu'affectionne particulièrement Sébastien. On la retrouve beaucoup dans les soupes faux. Et elle a un parfum et puis elle est très élégante, mais elle a de la puissance. Et c'est une renouée qu'on retrouve chez nous. Elle a la même architecture de feuilles qu'on trouve au bord des ruisseaux qui s'appelle poivre d'eau. Et elle pique, elle est très piquante, ça n'a rien de magique. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans notre jargon, dans le patois de chez nous, on l'appelle picolengo. Ça pique la langue. Et or, c'est étonnant parce que sur 2 territoires complètement différents, on retrouve un peu les mêmes connotations. La même famille botanique, effectivement, voilà. Des polygonacées. Là, vous avez un haricot, c'est mon préféré, c'est le haricot Saint-Fiacre. Ça ne se fait plus parce que
C'est des haricots à rame, il faut presque une échelle pour aller les ramasser, mais c'est le meilleur poids. Enfin, en réalité, c'est un mange-tout de Saint-Fiacre. C'est le meilleur des haricots du monde, ça j'en suis plus que persuadé. Il n'est pas fin, ça a de la mâche, ça a du goût. Et quand tout ça arrive en cuisine, Sébastien, tu vas tout utiliser? Ou il y a des plantes que tu vas laisser de côté? Parce qu'au bout d'un moment, on peut se poser la question, on dit, ça va faire trop. Le gargouillou, qui est un petit peu le plat emblématique de la maison, donc c'est une composition quasi 100% végétale. En pleine saison, regroupe dans un seul plat quasi 80 variétés végétales. 40 en début de saison, au mois d'avril, mais mai, juin, juillet, on est quasiment à 80 variétés végétales dans le gargouillou. Donc le gargouillou n'est qu'en fait que le reflet de la cueillette d'un jour, qu'elle soit du jardin ou qu'elle soit sauvage. Donc on est toujours inspiré quand tu arrives le matin en cuisine et que tu as ce tableau-là face à toi. Tu as l'intuition et l'envie de cuisiner qui arrivent tout de suite. Là, c'était une récolte de début juin, si je me souviens bien. Et par contre, ce que Sébastien en fait, évidemment, il y a un travail sur les plantes, il y a des associations, il y a beaucoup... alors ça, c'est pas la même saison, ça c'est en avril, mais on retrouve beaucoup de plantes du jardin. Et puis aussi, tout ce que tu appelles les gnacs. Qu'est-ce que c'est les gnacs? Alors, les gnacs, pour faire un concentré, les gnacs, c'est un peu ce qu'est la moutarde au pot-au-feu. C'est-à-dire que les gnacs sont des compositions salées, sucrées, liquides, en pâte, déshydratées, préparées par nos soins et qui vont venir finalement ponctuer nos assiettes. On appelle ça aussi des perles de saveur et ça va venir relever toute une préparation, qu'elle soit à base de légumes, à base de viande, de poisson, peu importe, même sur les desserts. C'est sous forme de poudre aussi. Et donc ce sont vraiment ces espèces de condiments qui vont venir titiller le palais, émoustiller la langue et rendre la cuisine joyeuse finalement et pas monotone. Alors, toujours sur cette image-là, on a une feuille d'érythrone. Ça a des connotations de pêche blanche. On trouve ça au printemps. Moi, j'aurais dit avocat. Ah oui. Bon, pêche blanche ou avocat? C'est presque la même chose, non? Il y a des choses sur lesquelles... Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on fait de la cueillette sauvage, on n'est pas dans le pillage. C'est-à-dire que... Mettons, l'ail des ours, on a trouvé vraiment un espace assez grand, mais tant qu'on n'avait pas trouvé cet espace, on ne faisait pas de la cueillette. Alors, l'érythrone, c'est un peu dans ce registre-là. Au départ, moi, je ne voulais pas qu'on le cueille parce que ça n'a que 2 feuilles, l'érythrone, dents de chien, et donc je voulais un peu l'économiser. Ça, c'est la cueillette de la cistre, donc, qui est l'emblème de la maison. Donc, c'est une cueillette en début de saison, au mois d'avril-mai. Donc, on essaie de descendre le plus bas possible, plus du côté de son jardin, qui est à 800 mètres d'altitude, pour cueillir les premières. Et là, c'était plus, je pense, en fin de saison. On était autour du 10 juin. Ah, c'était juin, ça? Mais il faisait 4 degrés ce matin-là. Voilà. Donc là, on est au pied de on est la à station 1300 de ski. mètres, voilà, c'est ça. On est au pied de la station de ski, là. Un matin de bonheur. Et c'est vrai que cette cistre est l'emblème de la maison pour plusieurs raisons, mais principalement parce que c'est une plante qui pousse uniquement dans des régions de moyenne montagne et qui pousse uniquement dans les lieux non traités chimiquement. Dès qu'on traite un sol avec des engrais ou autre, la cistre disparaît. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, toi, il y a quasiment 30 ans, tu as voulu en faire l'emblème de la maison. Voilà. Et en plus, vous m'avez raconté elle s'est calée sur votre calendrier, à moins que ça soit l'inverse, puisqu'elle est disponible quasiment de début avril à fin octobre. C'est ça, exactement. Et elle raconte une histoire aussi. C'est que la cuisine, c'est que des histoires qu'on raconte. Et cette cistre, elle est intéressante dans le sens où quand j'étais gamin, quand j'avais, 12 ans, il y avait un concours de fromage à l'automne, dans la salle des fêtes du village, où on passait, où il y avait une dégustation. Et avec les camarades, on se disputait pour savoir, on jouait les grands, celui-là est meilleur, enfin, etc. Et j'ai le souvenir de conversations de ces buronniers entre eux qui disaient « Ah, tu vois, le fromage de l'Aïole, il n'y a pas, par rapport à son cousin le Cantal, il y a ce goût de cistre qui amène ce plus. » Et donc, ça parce que les vaches broutaient sur des pâtures où il y avait de la cistre. Dans le Cantal, c'est pareil, mais enfin bon, il y a la truyère qui nous sépare. Peut-être que les gens dans le Cantal disaient la même chose, mais dans le sens inverse. Je ne suis pas persuadé. Et alors pour l'anecdote... Là, il y a une plante que j'adore aussi. C'est la silène. Ça, quand vous mangez ça jeune, là, ça a goût à pois mange-tout, c'est génial. Alors ça, dans le premier livre, 92, on le servait avec du foie gras, rappelle-toi, la tête en bas et... Un peu de vinaigre réduit.
Banyuls, vin rouge, ça, et vinaigre, puis sucre muscovado. l'idée c'était de prendre la plante par la tige et de chimper. Vous avez compris que ça veut dire chimper dans le gras et dans le vinaigre. Et alors pour l'anecdote et pour vous rappeler que vous assistez à une soirée exceptionnelle, le jour où ont été prises ces photos, on a ramassé un certain nombre de brins de cistre qu'on a fait sécher et qui sont des petits cadeaux réservés à des soirées comme celle-ci, donc à suivre tout à l'heure. Voilà, un authentique brin de cistre ramassé sur les pentes de l'Aubrac un 10 juin. Un 12 juin, pardon, soyons précis. Alors, toutes ces plantes, c'est bien beau d'avoir toutes ces plantes, mais moi j'aurais toutes ces plantes à ma disposition, je ne saurais pas faire ce que vous faites. Elles arrivent en cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, on avait dit, bon, la cueillette, déjà c'est long, enfin déjà il a fallu jardiner. La cueillette, c'est 1 heure tous les matins, 10 personnes. C'est pas fini. Non, ça fait que commencer. C'est ça. C'est ça. Non, toute la matinée est consacrée pour un poste bien précis en cuisine, justement au traitement de tout le végétal, qu'il soit sur le légume ou sur les plantes, fleurs, herbes. Et c'est là qu'on va donc découper, trier, assaisonner, mettre à sécher s'il y en a trop, infuser si on en a envie. Et c'est là aussi que je vais répartir un petit peu toutes ces plantes sur mes différentes préparations, sur mes différents plats. Donc effectivement, on va aussi beaucoup goûter les plantes qui, en fonction de la saison ou du temps qu'il fait, n'auront même pas la même intensité. Là, j'ai vu une feuille d'ail des ours. Il faut savoir qu'au printemps, ou si on a un temps assez orageux ou humide, la feuille d'ail des ours n'aura pas la même intensité que ce qu'elle peut avoir au mois de juillet. Donc on ne va pas l'utiliser de la même manière, on ne va pas mettre les mêmes quantités. Donc tout le matin, en mise en place, et quand on détermine les menus du service suivant, on va essayer de se caler comme ça sur ce que peuvent nous amener les plantes en fonction de leur qualité le jour J. Voilà. Puis c'est un travail de petite main. Combien vous êtes à travailler là ? 10 ou 15, non ? Oui, en cuisine au total, on est 25, mais rien que sur la partie légumes, plantes, fleurs, on doit être une bonne entre 10 et 15. Oui. Ouais. Donc on a les plantes du jardin, on a parlé du gargouillou, donc effectivement, ce plant emblématique, il y a une grande diversité de plantes du jardin, il y a aussi des plantes de potager, comme l'asperge, et il y a ces gnacks. Qu'est-ce qui fait que tout ça est équilibré ou surprenant ou... Parce que ça pourrait être très vite. Tout à l'heure, Michel parlait d'une plante qui a une amertume forte. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont être très acides ou des choses comme ça. Comment on crée ça ? Comment on crée cet équilibre ? Un de mes dictons préférés, et que je rabâche à longueur d'année à mes équipes en cuisine, c'est le suivant. Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Donc si tu commences à travailler par routine, à plus te poser de questions sur ce que tu cuisines, sur tes produits, sur ton dressage, sur ta cuisson, c'est que tu peux changer de métier. Je crois que cette idée de remise en cause permanente, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre métier quand on aime faire les choses correctement. C'est ce que j'essaie de répéter à longueur de journée à mes jeunes, qu'un chou rave, qu'une feuille de cistre, de pimprenelle, d'ail des ours ou d'érythrone, mais elle n'est jamais exactement 2 fois la même. Donc il faut prendre le temps de goûter, de réfléchir, de comprendre et de composer avec l'ADN même de la plante et de ce qu'elle nous amène. Le chou rave, quand il est jeune, quand il est tendre, évidemment, on ne va pas le travailler de la même manière qu'en plein mois de juillet, quand il y a eu 3 semaines de cagnasse sur la tête et que le chou rave est devenu fibreux, un petit peu plus ferme, alors qu'au printemps, il était très tendre, qu'on pouvait le travailler cru, et qu'à l'été, on va essayer de le travailler plus longuement, plus confit, taillé plus fin. Cette idée de remise en cause permanente, pour moi, c'est un petit peu l'ADN de notre mode de fonctionnement, et c'est ce que j'essaie une fois de plus de transmettre cet apprentissage, parce que c'est la manière dont on travaille et qui nous permet d'arriver à obtenir un résultat qui nous paraît à la hauteur de nos espérances. Mais parfois on s'amuse. Mettons quand on a le cresson de para, si vous avez un jeune qui met trop de pistil dans une assiette, ça s'enflamme. Hein. C'est le bret de ma femme, c'est ce qu'on trouve dans la cuisine malgache. À la Réunion, oui, aussi. Ouais, pour enlever le feu du ragoût. Et donc quand le jeune, tu lui as dit, tu l'as goûté ? Non, mais goûte-le. Il ne refait pas 2 fois la même bêtise.
Tu racontes aussi une histoire, Sébastien, dans le livre, sur une plante que n'aiment pas du tout tes enfants. Je crois que c'est l'Outuni. Ah oui, Luciania. Luciania. Parce qu'effectivement, ça c'est une plante aussi qui est assez forte, assez prononcée en goût. Donc effectivement, si on croque une feuille entière, là, on a le palais en feu pendant un quart d'heure. Et donc j'ai eu le malheur de faire goûter ça à mes enfants dans une salade. Ils étaient plus jeunes, il y a quelques années. Et du coup, ils ont été complètement vaccinés par cette plante-là, du coup, qui a un parfum très prononcé. Donc ça, nous, en cuisine, on le cisèle vraiment très, très finement pour qu'il amène jusque ce qu'il a amené et qu'il n'emporte pas sur tout le reste. Et moi, j'avais eu le malheur les premières années de faire goûter une feuille entière à mes enfants, donc ça a été radical. Et du coup, depuis, tu as réussi à cuisiner quelque chose avec de l'Outiania qui leur a plu? Du coup, voilà, on l'utilise avec plus de parcimonie. C'était parmi les premières années quand on avait le jardin, donc on fait attention. Mais ça ferait aussi vraiment partie, une fois de plus, de notre ADN de cuisinier, de comprendre ce qu'amène la plante à une recette. Parce qu'on a vite fait de matraquer un plat. Et si on assaisonne une assiette avec une plante qui ne le mérite pas ou qui est trop imposante pour l'assiette, on va complètement détruire l'équilibre de cette composition. Mais ce qui est fabuleux d'avoir un jardin, si vous voulez, moi je regrette de ne pas pouvoir cuisiner aujourd'hui, mais c'est que tu as des découvertes au quotidien. Bon, j'ai découvert il y a 2-3 ans que les jeunes feuilles de fèves se consommaient, enfin moi je les consomme, on n'avait pas l'habitude de les consommer, c'est mucilagineux, c'est tendre, alors ça, les pousses de choux, les moelles de légumes. Donc le jardin, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Mais pour l'anecdote, je voulais raconter aussi que quand on a fait ces photos, il y a notre photographe, la personne qui a réalisé toutes ces photos, qui s'appelle Yannick Fourier. Et Michel nous avait bien dit, attention, l'ail bulgare, il est fort. Et Yannick a fait le malin, en a pris une fleur, une simple fleur entière dans sa bouche. Et pendant toute la journée, il s'est plaint pendant tout le reste des photos du fait qu'il avait la bouche un peu enflammée. C'est ça qui est magique. Vous avez à la base, vous avez créé cette disponibilité de diversité, de saveurs, de couleurs aussi, parce que j'imagine que la cuisine, ça passe aussi par le regard. Mais on sent que, tu viens de l'évoquer Sébastien, ça pourrait être très vite trop, ou pas assez, Il y a la quantité, puis la manière de les accompagner. C'est-à-dire que sur mettons, je prends l'exemple d'un poisson blanc, un turbo, un Saint-Pierre, des choses comme ça, qui ont un goût assez subtil. Si on s'amuse à y mettre dessus du rorame ou de la cistre, le poisson il va plus exister. Donc c'est à nous à réfléchir un petit peu le typologie de plante qu'on va associer à ce poisson-là. Et en contrepartie, sur un rouget, sur un maquereau, sur des poissons qui ont des goûts un petit peu plus prononcés, on va pouvoir se permettre de mettre des plantes ou des fleurs plus présentes, dont des fleurs d'ail par exemple. Et c'est la même manière pour des associations avec des légumes qui eux-mêmes ont des goûts plus ou moins prononcés en fonction des saisons, du temps qu'il fait. Mais à l'usage, si vous voulez, on se crée une bibliothèque que Sébastien, et quand il construit un plat, il dit tiens, là, si j'amenais cette tonalité, ça serait intéressant. Celle-là, moi j'aime bien celle-là. Oui, qu'est-ce que c'est? La cannelle de Magellan. Ça, c'est génial. C'est un parfum extra, mais très, 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 très piquant. Donc, c'est 2-3 filaments, 4 filaments sur une composition, sur une assiette. Sinon, là, on détruit tout aussi. Alors, ça, c'est une recette d'automne, donc que peut-être, Sébastien, tu as fait récemment, là. Tu peux nous raconter les associations? Alors, voilà, l'idée aussi de ce livre, c'était de raconter un petit peu le jardin à travers les 3 saisons et de raconter un peu aussi l'inspiration que pouvait amener la cueillette d'un jour. Donc là, effectivement, on est sur les champignons, on est sur les courges, quelques racines. Et la cannelle de Magellan. Et la cannelle de Magellan. Et donc là... Ah oui, qui se retrouve en petits filaments. Justement, là, c'est les fins filaments. Donc là, cette recette, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais je vois une purée. Ça devait être une purée faite avec les courges bleues, là, je pense. Celle-là, non ? La bleue de Hongrie, je pense, celle-là. Je pense qu'il y avait un déglaçage fait à partir d'un vinaigre de fruits, je pense, avec la carotte, là. La cannelle de Magellan. Il y avait quelques valérianes fûts qui amenaient un petit peu d'amertume. L'idée, c'est des débuts d'association ou des pistes de réflexion sur des associations possibles. C'est vraiment l'idée du livre. Ça, dans les photos, c'était des intentions de cuisine. Voilà, des intentions de cuisine ou d'association. Voilà, avec, effectivement, à gauche, les plantes du jardin ou des maraîchers, et le début d'élaboration des plats. Et puis, il n'y a pas que des plats, il y a aussi des desserts. Pardon, mon plaisir, vous voyez, au jardin, c'est déterrer les carottes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire. Vous déterrez les carottes, vous enlevez le surplus de terre sur la botte, là, puis c'est un parfum d'agne anisé, mais c'est génial. Tu te dis, mais attends,
n'as besoin de rien faire sur cet élément-là. Tu les rinces, tu les grattes, tu les croques. Et tu les renterres pas Je quand même pour comprends le pourquoi plaisir de les redéterrer après, non? Non, mais je comprends pourquoi j'ai des lapins. Et ça aussi, étonnamment, avec des fleurs, mais qui est une recette d'automne aussi, avec des capucines. Et ça, c'est un dessert, ouais. C'est un dessert fait à base de capucines. Et alors, ce que j'adore, on le voit là, ce que j'aime sur les capucines, bon, c'est la fleur évidemment, mais c'est plus classique, les feuilles aussi. Mais ce que j'adore, c'est la tige. Je trouve qu'elle a une texture et un goût, la tige de capucine, que j'adore. D'ailleurs, on le voit sur le dessert à droite, j'ai taillé quelques tronçons de tige de capucine. Ça amène une texture et un goût qui sont particulièrement étonnants. Donc on peut les utiliser crus, mais aussi à l'automne, en fin de saison, quand j'en ai trop, on les met parfois au vinaigre. Donc je les utilise ensuite au printemps suivant, Les feuilles. les tiges. Les tiges, pardon. Sous forme de pickles au vinaigre, tu vois. Légèrement sucré. Enfin voilà, on s'amuse quand on a des... Pareil, je vois les fleurs de tagette au fond à gauche là. Ça, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Il y a un côté très 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 citronné sur la tagette. Et c'est vrai qu'on en a des quantités énormes. Donc à la belle saison, on utilise les fleurs, on utilise les feuilles. Mais comme on en a beaucoup, pareil, on va mettre les feuilles restantes à macérer dans de l'huile, dans du vinaigre. On va en mettre à sécher. On va les utiliser ensuite en poudre pour assaisonner d'autres préparations. Enfin voilà, on s'amuse. Donc les plantes au blondes, là, c'est estragon du Mexique, celle-ci là. Estragon du Mexique, et ces trois fruits là, c'est tomatillo. Ou physalis, qu'on appelle aussi physalis ou amour en cage. Oui. Même pas tout à fait. Oui, de la même famille. En fait, oui, votre jardin, il a 250 plantes, mais quand j'entends que sur la capucine, il y a la fleur, il y a les tiges, il y a peut-être des pickles, des choses comme ça, vous avez devant vous bien plus que 250 matières. Selon la saison aussi, Michel en parlait tout à l'heure. Selon la saison, la partie de la plante, les envies, l'intuition, c'est une partition infinie. C'est ce qui est génial avec ce jardin, parce que c'est une histoire sans fin, quoi, finalement. Et c'est tout l'intérêt aussi que je trouve dans mon métier, c'est que c'est une partition tous les jours recommencée, finalement. Alors, ne me demandez pas quel est le troisième plat du deuxième menu du printemps, parce que je suis incapable de vous le dire. Je n'arrive pas à avoir de bibliothèque de photos avec des fiches techniques, parce que comme je réimprime les menus midi et soir, alors tout ne change pas, mais ça va être un plat, deux plats, trois plats, un assaisonnement, une sauce, un truc, un machin. Donc j'ai des référents dans ma tête, évidemment, mais j'ai pas de bibliothèque de photos de tout ce qui a été fait, parce que ça change en permanence. Donc c'est ce qui fait l'intérêt de mon métier aussi, je trouve. Alors vous êtes tellement lié aux saisons et à votre jardin qu'il ferme. Et là d'ailleurs, peut-être que ce soir vous avez eu l'eau à la bouche. Ben, désolé, c'est trop tard, il va falloir attendre avril prochain, c'est ça? Voilà. Puisque le restaurant est fermé depuis lundi. Alors, vous remarquerez un détail dans cette photo. Oui, elle est un peu étrange, oui. Ouais. Ça, c'est l'hiver dans l'Aubrac. C'est-à-dire qu'on est début avril, il y a eu le cerisier qui a fleuri, mais il y a eu une neige tardive. Mais c'est quand même une belle... Donc effectivement, vous êtes tellement sur une cuisine liée à ces plantes, à ce jardin, que de début novembre à début avril, vous fermez, tout simplement parce que le jardin se repose. Et nous aussi. Et vous aussi. Ça, c'est pas vrai. Parce que je sais que vous partez la semaine prochaine pour 3 semaines au Japon. Pour un jardin japonais, oui. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on peut en parler aussi, vous avez d'autres projets. Il y a évidemment ce jardin près de la Gueule, mais vous avez ouvert un restaurant au Japon. Et tant qu'à faire, vous avez cherché quelque chose qui ressemble un peu à l'Aubrac. Vous êtes allé au fin fond d'Hokkaido, l'île tout au nord, en cherchant l'endroit le plus désert possible, le plus pelé possible. C'est ça parce que ça vous rappelait l'Aubrac ? C'est exactement ça. C'était une région qu'on ne connaissait pas du tout. On connaissait les grandes villes japonaises, mais c'est vrai que le nord du Japon, on ne connaissait pas du tout. Et on a accepté de relever le challenge de faire exister un restaurant gastronomique dans le nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido. C'est juste en dessous de la Sibérie, pour vous situer. Donc c'est l'Aubrac puissance 10, en termes de surface et en termes de climat. Donc je vous laisse imaginer. Et ce qui nous a plu dans ce projet-là, c'était de faire le pari de valoriser justement ce territoire un petit peu du bout du monde, parce qu'on se retrouvait un petit peu comme à la maison, finalement. Et l'idée de ce restaurant, c'était de faire un sourcing, un gros travail de recherche sur les produits de l'île d'Hokkaido et les valoriser avec notre pâte. Donc on a fait un gros travail de recherche, de travail sur les produits qu'on ne connaissait pas, pour la plupart d'ailleurs. Beaucoup de poissons, coquillages, crustacés, parce qu'il y a la mer juste en face. Et ça a été une belle histoire, et ça fait près de 20 ans que ça dure. Voilà. Bon, et puis, vous n'allez pas simplement dans les endroits les plus désertiques du monde, puisque vous avez un autre projet. Là, par contre, c'est au cœur de Paris, puisque c'est l'ancienne bourse de Paris qui se trouve à côté des Halles, du Forum des Halles, pour les gens qui connaissent. Mais surtout, si on regarde la forme de la bourse de Paris, avant d'être la bourse, c'était une halle au grain. Et d'ailleurs, on retrouve une forme très similaire de la halle au grain de Toulouse.
Et du coup, peut-être Michel, tu peux nous en dire quelques mots. Parce que c'était une ancienne Allograin, vous avez un projet très particulier autour de ce nouveau restaurant. Alors, si vous voulez, c'est M. Pinault qui est venu nous chercher, puis tout compte fait, il nous a donné carte blanche. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est un projet Parce que c'est une fondation, c'est ça qu'il va avoir, oui, c'est la fondation dans lequel Pinault. il y aura votre restaurant, c'est ça? Oui, où il va exposer en partie ces 4000 pièces de collection qu'il a. Et donc, il est venu nous chercher, il nous a donné carte blanche. Ça fait 2 ans qu'il est venu nous chercher. Il ne sait pas ce qu'on va y faire, d'ailleurs. Alors que ça ouvre en juin, c'est ça? Le 13 juin. Et on lui présente à M. Pinault mi-décembre ce qu'on va faire. Donc, on a fait travailler une historienne dessus par rapport à ce qui s'était passé dans ce lieu. Et on a retrouvé un texte d'un Anglais de 1760 par là, qui disait que l'endroit le plus invraisemblable de Paris, c'était là, au grain, c'était le grenier de Paris, où il y avait des céréales qui arrivaient, des légumineuses, des fèves. Et donc, toute l'offre va être construite autour de ça. Ça va être une histoire qu'on m'a racontée avec... donc, on a fait un gros sourcing autour des céréales du monde. Alors, donc, on en a à peu près 70 ou 80 qu'on va travailler. Mais un restaurant végétarien, du coup? Pas tout à fait, non. On va pas renier le bœuf au bras quand même. Hein. Bon. Non, mais ce qui nous a plu dans ce projet, parce qu'on nous propose évidemment pas mal de projets depuis de nombreuses années, on répond de manière négative à la plupart d'entre eux. Mais c'est vrai que ce projet-là, pour nous, avait énormément de sens parce qu'il y avait un lien évidemment à l'architecture, puisque l'architecte du projet, c'est le plus grand architecte japonais spécialiste du béton, donc un lien avec l'architecture, un lien avec l'art, puisque ce lieu-là va être le lieu d'exposition des plus grandes œuvres personnelles de François Pinault. Et il y avait un lien évidemment avec l'alimentaire, avec cette histoire très forte, cette histoire du lieu, donc cet ancien réservoir à céréales du tout Paris. Donc pour ces 3 raisons-là, on a trouvé évidemment que ce projet avait du sens, puis ça faisait résonance évidemment à notre brasserie du Café Brasse à Rodez au sein du musée Soulages. Voilà. Ben, je ne sais pas pourquoi, on a un lien particulier avec l'architecture. Bon, ça a été d'abord le Suquet. Après, à Millau, le restaurant qu'on a mis en place, là, vous savez, les Capucins, ça a été avec... Près du pont. Avec le pont, là, comment il s'appelle, je ne me souviens plus. Le pont de Millau. Oui, mais l'architecte qui a créé, je me souviens. Oui, Foster. Voilà. Après, à Rodez et à RCR, qui ont eu le prix Paysaire il y a 3 ans, je crois. Après, donc, Paris avec Tadeo Ando. Puis au Japon, on est en train d'en mettre un autre. On y va la semaine prochaine avec Kengo Kuma, là, qui est un peu le spécialiste des matériaux qu'on recycle, le bois, entre autres. Voilà. Par contre, à Paris, ça va être difficile de faire un jardin de céréales. Là, le terrain est un peu compté. Non, mais bon, j'ai un sourcing assez fabuleux. J'ai trouvé des personnes tellement passionnées, en Bretagne, un peu partout. Non, je ne me fais pas de soucis. Bien. J'avais une dernière question à vous poser, qui est peut-être très simple ou peut-être très compliquée, je ne sais pas, vu la diversité. À chacun d'entre vous, c'est quoi votre plante préférée? Ah, pas facile alors. Ah, si, de cœur, c'est la cistre. Hein. La cistre. Donc la cistre, l'emblème du restaurant, qui est un petit fenouil, qui est son nom savant. Il y a mon enfance, il y a la création du restaurant, les galères, les joies, il y a un peu tout. Ah, sinon, alors j'ai une plante que j'aime beaucoup parce que c'est la reine des prés. Et la reine des prés parce que c'était dans les premières... dans les années où je commençais à découvrir, enfin à m'intéresser plus particulièrement à la nature. Un jour, je me promène près de la Combe de la Nuit. La Combe de la Nuit, c'est un endroit qui est assez sombre, dans un sous-bois. C'était un ciel très chargé, ce jour-là. Et puis je cours, puis d'un seul coup, je suis interpellé, vraiment, mais interpellé par un parfum qui me suffoque, que je dis, mais c'est pas possible. Attends, mais ces arômes d'amande et tout ça, mais quelle est la fille qui s'est parfumée avec ça, qui me cherche? Je sais pas. En réalité, c'était une dame. C'était un chant de reine. C'était une reine même. C'était une reine, la reine des prés. Donc je l'ai cueillie, je l'ai ramenée à la maison, je l'ai identifiée. Et puis un jour, elle a rejoint la cuisine. Voilà, c'est une belle rencontre. Donc 2 plantes sauvages. La cistre et la reine des prés. Et Sébastien? Moi, je ne vais pas reparler la cistre, tu en as parlé, évidemment qu'elle est très symbolique pour nous, mais moi je dirais l'érythrone.
pour la simple et bonne raison que c'est la première plante sauvage que l'on cueille aux portes du restaurant, juste à la sortie de la cuisine, et qu'elle est le symbole un petit peu de la nouvelle saison, du renouveau, du printemps, de la fin de la fin de l'hiver, des jours qui rallongent. Et puis elle est tout en douceur. Et puis en même temps, elle a beaucoup de force parce que c'est la première à arriver. Donc cette érythrone dent de chien, puis elle est très belle. J'aime sa texture, j'aime son goût, j'aime sa fleur en forme de clochette aussi qui arrive très rapidement après. Donc voilà, pour moi, c'est la nouvelle saison, c'est le renouveau, c'est le printemps, c'est la jeunesse, c'est les sourires, les jours qui rallongent, c'est le symbole un petit peu de tout ça. Le bonheur. Exactement. Ben, merci beaucoup à vous deux. Et puis, ben, vous pouvez continuer à discuter un petit peu avec Michel et Sébastien, puisque je ne sais pas où ça se fait, Hélène. Peut-être. Voilà, je vais peut-être prendre quelques instants, peut-être pour quelques questions. Et puis, sinon, ça se passera là, c'est ça ? D'accord. Donc, peut-être quelques questions dans la salle. Monsieur. Oui, bonsoir, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis amateur, évidemment, de bonne chair, de manger, etc. Et je fais quelques expériences moi-même, mais chez les autres, pas à la maison. C'est-à-dire je tourne dans quelques restaurants, je n'ai pas eu l'occasion encore, il faut s'y prendre très trop tôt, de venir vous voir, mais je viendrai, c'est sûr. Et j'ai eu la chance d'aller chez quelqu'un qui a un peu cette démarche, qui m'a proposé une expérience plus qu'un repas. Et j'étais complètement déstabilisé. C'est-à-dire que je me dis, si un jour j'arrive à réserver chez vous, je vais me régaler, il va y avoir des trucs, mais je n'ai pas de repère. Quand je mange un bœuf de l'Aubrac, une bonne... bien préparé, avec des bonnes pommes de terre. Il y a le beurre, il y a l'échalote, il y a le tour il y a de les poivre. repères. Et il y a les frites. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, j'ai des repères. On parle de bibliothèque, j'ai des trucs rangés. Là, j'en ai pas. Et c'est complètement déstabilisant. C'est très bon, c'est une expérience, mais moi, c'est comme, je sais pas, quand on sort d'un film qui nous... J'ai mis 3-4 jours à me remettre en fait, du repas au cheval blanc, là, au 47, parce que c'était effectivement des cueillettes, je ne sais pas comment ils appellent, des extractions, des machins, etc. Et on retrouvait le petit agneau qui gambadait, la petite côtelette excellente, mais on est complètement déstabilisé. Est-ce que c'est votre recherche, je dirais, au-delà de la plante et de la connaissance du truc, pour se dire, je vais faire manger ça au mec qui n'a pas l'habitude, c'est quoi en fait? Mais vous savez, je crois que c'est aussi notre ADN de cuisinier, de créateur. Et les premiers perturbés, parfois, c'est nous-mêmes quand on découvre une plante. Moi, j'ai souvenir de certaines préparations ou de certaines plantes que j'ai pu découvrir chez nous, à l'étranger ou ailleurs, qui me perturbent. Et j'en ai encore certaines que je n'ai pas encore réussi à apprivoiser. Je pense notamment à la menthe coque. Donc ça, c'est une plante qu'on a dans notre jardin. Menthe coque ou balsamite. Quand on la froisse, elle a le parfum d'un chewing-gum Hollywood chewing-gum. Un parfum super frais, agréable. Tu te dis, waouh, cette plante, elle est géniale. Et puis quand tu la goûtes, il y a une amertume qui arrive en bouche, mais limite à te rebuter, quoi. Et cette plante-là, voilà, elle est très ambivalente, du coup. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi en faire. Donc j'ai quelques pistes. On arrive à la travailler cristallisée, parfois un petit peu avec du chocolat, mais j'ai l'impression de ne pas encore être arrivé jusqu'au bout. Donc c'est aussi notre métier d'essayer d'adapter les découvertes et de les faire découvrir à ceux qui ont envie de partager nos expériences. Mais nous aussi, les premiers, du coup, parfois, on est... Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Séba, c'est que moi, je me suis jeté un peu dans le végétal, si vous voulez, parce que je trouve que la palette d'expression pour un créateur, elle est universelle. Elle est innommable, on ne peut pas s'imaginer. Suivant que tu prends la plante à la sortie de la terre, en pleine maturité, quand elle sèche, tu prends le fruit, la feuille, la tige, le bulbe, c'est phénoménal. Mais je crois que ça fait partie aussi un petit peu de l'ADN de nos maisons, de faire partager une expérience très personnelle, identitaire. Voilà. Il y avait une question juste derrière, avant. Bonsoir. En fait, j'avais une question par rapport à la conservation des plantes. Enfin, quand vous parliez tout à l'heure des tiges que vous mettez en pickle, que vous faites des huiles et tout ça,
ça, comment vous l'avez inventé, vous inventez des techniques, ou vous avez fait voyager aussi d'autres techniques pour conserver les plantes, pour les réutiliser la saison prochaine, etc. Savoir un peu plus sur ça. Ben, en fait, la plupart du temps, les plantes sont utilisées, comme je le disais tout à l'heure, dans le respect de ce qu'elles sont à la bonne saison. Après, quand le jardin nous produit beaucoup, effectivement, on va adapter notre savoir-faire. On va apprendre des technologies qui existent. Je veux dire, la lactofermentation, j'ai rien inventé, ça existe depuis des siècles et des siècles. Donc, on va essayer de travailler comme ça des techniques en fonction des typologies de plantes, de fleurs, de tiges, de racines, de bulbes, de bourgeons, etc., pour pouvoir, tout simplement les conserver, comme vous le disiez, que ce soit sous forme de pickles, en macération à chaud, à froid, déshydraté, au sel, au sucre, fermenté. Alors moi, je joue aussi, je ne vous cache pas que des fois, je joue au petit chimiste, parce qu'il y a des choses que je fais aussi par intuition. Parfois, ça donne des choses géniales, et parfois, c'est la catastrophe, donc j'oublie. Mais c'est aussi ce qui me plaît, moi, dans mon métier, d'essayer de tester, de progresser, de me projeter, et de jouer un petit peu avec ce que nous offre notre environnement. Puis la création, et puis ça peut être très spontané, mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Je raconte souvent l'histoire du miso. Le miso, c'est une des préparations traditionnelles au Japon. Ils en mettent partout. Et quand j'ai découvert la cuisine japonaise il y a un petit peu plus de 20 ans, ce goût-là, moi, je ne pouvais pas le supporter. C'était un truc que j'avais en horreur parce que c'était fort, c'était très salé. Je n'arrivais pas à comprendre ce produit-là. Et j'ai mis 10 ans à comprendre ce produit-là. J'ai commencé à le proposer dans certaines préparations. Et puis 10 ans après, donc il y a 3 ans maintenant, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Plutôt que faire venir du miso du Japon, j'ai décidé de produire mon propre miso. Le miso, normalement, c'est fait à base de soja. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que tu pourrais pas jouer la carte un petit peu plus locale? On parle toujours de l'Aubrac, des grands espaces, et tu fais venir du soja du bout du Japon. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser des lentilles, qui sont une légumineuse, comme le soja, pour mettre en place le même processus de fabrication. Donc une fermentation très longue. Les premiers essais que j'ai fait dans ma cave à la maison, au grand désespoir de ma femme, ça a duré 2 ans, ça a moussé, ça a bullé, ça faisait de la mousse, c'était un peu bizarre. Mais du coup, le goût était génial. Donc voilà, c'est une expérience perso que j'ai faite, que je n'avais trouvé nulle part. Je m'étais juste inspiré de la technologie de fabrication du miso traditionnel japonais. Et aujourd'hui, 20 ans après, ou plus de 20 ans après ma découverte du miso que je n'aimais pas, je fabrique moi-même à l'aïeul mon propre miso avec une ressource locale qui est la lentille de la Planaise, entre Chaudezeg et Saint-Flour, à 20 km de l'aïeul. Voilà, donc c'est aussi cette idée-là de s'inspirer des techniques que l'on peut découvrir ailleurs, mais les adapter à sa propre histoire. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des limites dans les essais? Je vais poser ma question autrement. Est-ce que, par exemple, la cuisine moléculaire est compatible avec votre cuisine? Alors ça c'est une question intelligente, qui me parle, parce qu'il y a 10-12 ans, quand j'ai repris les rênes de la cuisine, on était à l'apogée de la cuisine moléculaire. Et moi, à l'époque, non, j'avais 36, 37, 38 ans, il y a 10 ans. J'étais sur le point de reprendre le restaurant et tout le monde faisait la cuisine moléculaire. Et si tu voulais être un cuisinier un peu à la pointe, à la mode, il fallait faire ça. Sauf que moi, la cuisine moléculaire, évidemment, je m'y intéressais. Parce mais elle est peut-être carrément incompatible avec cette fraîcheur, ce vivant. Je me suis vraiment posé justement la question de ce que voulaient mes clients, parce que c'était l'attente du public. Tout le monde allait dans les restaurants de cuisine moléculaire. Mais moi, je n'arrivais pas à accrocher. Je m'intéressais à la technologie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais faire de ma cuisine une démonstration technologique, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la technologie, elle s'efface au profit de la gourmandise et qu'on ne la voit pas. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai donc quand j'ai repris à l'époque, je me suis dit, mais waouh, si tu veux être dans le vent, tu es obligé d'y aller, quoi. Mais tu as une très belle expression sur être dans le vent. Exactement. Et pour moi, c'est là où je me suis dit, mais voilà, être dans le vent, destin de feuilles mortes. Donc j'ai fait le choix de ne pas suivre ce courant à l'époque très mode. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 10, 12, 15 ans après, on est exactement à l'opposé. Et tous les cuisiniers sont revenus aux produits, à la nature, à la simplicité, etc., etc., etc. Donc voilà, être dans le vent, destin de feuilles mortes. Une autre question? Oui, au fil de la rencontre, on a évoqué les images, votre démarche, la matière, mais un livre, c'est fait de photos, d'images et d'écriture. Il y a des collaborations qui ont été ralliées sur ce livre. Je voulais savoir une sophrologue, par exemple, c'est pas anodin, et quels avaient été les échanges entre ces collaborateurs, ces gens qui ont écrit, et vous deux.
Je peux répondre en tant qu'éditeur. Déjà, effectivement, Cindy Chapelle, donc, qui a coécrit ce livre avec Michel et Sébastien, c'est tout simplement qu'elle a passé beaucoup de temps avec eux à les écouter. Je pense que c'est peut-être ça le lien, notamment avec son métier d'origine, sophrologie. Je pense que c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait entendre, rapporter les paroles, qui a essayé de rapporter de façon le plus juste possible les paroles principalement de Michel et Sébastien, mais aussi de certains des jardiniers, de certaines personnes en cuisine, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup d'échanges qui ont fait ça. Et puis les photographies, elles sont l'œuvre d'un photographe, mais aussi, je pense, en partie d'un directeur artistique. Ils sont là tous les deux, d'ailleurs, ce soir. Yannick Fourier, le photographe, et Guy de Guglielmi, notre directeur artistique. Et je crois que c'est aussi parce qu'on a passé du temps. Je ne vais pas parler complètement à leur place, vous pourrez parler avec eux tout à l'heure, mais je pense que c'est parce qu'on a passé du temps. Ce livre s'est fait sur 1 an et demi. Déjà parce qu'il fallait suivre ce jardin sur un cycle d'1 an. Pour le voir, le découvrir à toutes les saisons et voir aussi le travail des jardiniers, le travail de Sébastien, etc. etc. Et je pense qu'on a passé du temps au jardin, on a passé du temps avec Michel, on a passé du temps en cuisine avec Sébastien. Je peux même le dire aujourd'hui, au début, on ne savait pas exactement ce qu'il allait être, ce livre. Parce qu'il y avait une part de « c'est aussi ce qu'on va récolter, c'est aussi ce que vous allez nous raconter » qui va... Bon, on a quand même su un petit peu relativement vite, mais voilà. Donc, effectivement, cette réflexion sur autant comment présenter ce jardin et comment le photographier, comment photographier ses plantes, évidemment, c'est le travail de Yannick, c'est le travail de Guy. Et je pense que c'est parce qu'on a pris le temps de ce livre et que vous nous avez accordé ce temps. Je vais prendre une dernière question, peut-être. Je crois que c'était monsieur, pour avoir tout simplement du temps d'échange autour de dédicaces ensuite. Oui, bonsoir. Merci d'abord pour cette présentation très inspirante. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réflexion. Vous avez évoqué souvent la palette, vous évoquez des termes de peinture. Et effectivement, moi j'ai ressenti très fort à travers tout ce que vous avez présenté, justement ce travail d'assemblage à partir d'une palette qui est totalement naturelle, qui est faite d'ingrédients et de plantes que vous enrichissez à chaque instant. Et ensuite, je suis très admiratif de ce travail parce qu'en fait, c'est comme l'œuvre d'un peintre, mais avec plusieurs dimensions. Parce qu'en fait, la palette, elle existe au niveau olfactif, elle existe au niveau gustatif, au niveau texture, au niveau visuel, à travers ça. Et donc, je trouve ça vraiment admirable, je dirais, ce que vous mettez en œuvre. Et c'est vraiment très inspirant. Voilà. Donc, il n'y a pas de question derrière, mais... Eh bien, je pense que c'était une excellente dernière question, qui n'en était pas une. Et je vous propose de continuer la rencontre et la discussion autour de la table. Je suis désolé. C'était Michel Bras et Sébastien Bras à la librairie Ombre Blanche, samedi 16 novembre 2019, pour la publication de leur ouvrage avec Cindy Chapelle et Yannick Fourier, Bras, le goût du jardin, aux éditions Plume de Carotte.